On n'a pas d'intention de fuir, mais il y a énormément de gens ici. C'est là tout l'intérêt. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. 4 potes qui parlent de ciné sans se prendre la tête, bienvenue dans cette nouvelle émission du Tripodcast, émission spéciale Alien. Qui a-t-on autour de la table ? Des gens exclusifs. Pas du tout. Salut Victor. Salut Thibaut, salut Victor. tout le monde. Salut Pierre. Bonjour Thibaut, comment ça va ? Ça va très bien, salut Raphaël. Bienvenue. Bonjour à tous. Salut Raph. Très à l'aise, tu viens souvent. Ouais, Bah il connaît l'adresse, toujours. rien à y faire. Très content de faire enfin l'épisode Alien tant attendu. Ouais. Sachez qu'on a fait un pilote sur Alien, genre il y a 1 an et demi. L'année dernière. Jamais sorti, c'était pas terrible. Ça va être beaucoup mieux cette fois-ci. On est plus rodés. Alien, il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer déjà par vous remercier pour les retours des émissions précédentes, surtout sur Tim Burton. On a fait pas mal de vues, c'était très sympa. On a eu des commentaires, etc. Donc continuez de commenter, d'interagir sur Instagram. On va aussi en parler aujourd'hui parce qu'on a posé des petites questions. Mention spéciale au petit clash dans l'épisode sur Predator. Calmez-vous avec Didier Guitare parce que c'est un fan de la première heure, donc tranquille, dédicace à Didier. Avant toute chose, propose un petit tour de table sur votre ressenti sur la saga Alien. Vite fait parce qu'après on va creuser évidemment pendant toute l'émission, mais en quelques mots, Victor, Alien pour toi c'est quoi ? J'avais pas bossé cette question, mais Ouais. c'est la première saga de science-fiction à regarder pour moi. Ok, après Star Wars. Pour moi, Alien, c'est un concept incroyable. J'aime bien. Ouais, c'est une porte ouverte sur la science-fiction adulte, je pense. Très bien, ça me plaît. Tout me plaît. J'ai un petit quiz. J'ai essayé de vous piéger. Donc là, on lance le quiz. alors et je l'ai. Je vais les avoir. C'est pas Batman. C'est Batman, ouais. C'est parti. Alors. Là, franchement, si vous avez toutes les réponses, je suis deg. Parce qu'on est fort à chaque fois. Je remarque en les réécoutant, je me dis putain, on est super fort sur les quiz. Ouais, les questions sont faciles. Allez, Ouais. vas-y, Oh, balance-toi. Calme-toi. Combien Il est serein. Vous voyez le personnage de Jones, qui est le chat, Ouais, Ouais. John Z, ouais. Combien il y avait de chats il y avait a été sur le utilisé plateau sur le tournage? Je crois qu'il y en avait. Il y en a 4, je crois. Ouais, ou 4 Il y en a ou 5. 4. 4. Putain, Ça, je fais quoi, moi Je fais quoi maintenant? T'étais là, tu te dis ouais, il faut jamais trouver et tout. Le vaisseau du 1 s'appelle le, Nostromo en hommage à, Nostradamus. en hommage à un bouquin. Ah bah écoute, Qui s'appelle Nostromo, j'ai pas fait mes devoirs. Ok. Joseph Conrad. Ouais. Et du coup, moi je pensais que vous alliez savoir ça, que mon piège c'était dans le 2, le vaisseau s'appelle Sulaco. le Sulaco. Et qu'est-ce que c'est? C'est le nom du bateau dans le. C'est une ville dans Nostromo. Ah, ok. Du coup, je les ai eus. Ouais, bien joué. Troisième question. James Cameron a viré quelqu'un sur le tournage d'Aliens. Qui et pourquoi? James Remar, parce qu'il prenait de la coke. Parce qu'il était J'ai pas trouvé drogué, ça. ivre. Ok. C'était le directeur photo? Non, c'était Ah, non. X. James Remar, Ah. c'est le personnage de. Parce qu'il a aussi viré le directeur photo parce qu'il éclairait trop fort. Ah, ok. Ça l'a saoulé, il comprend pas ce que je lui dis, il dégage. En fait, c'est Et peut-être du coup, pas. il a viré 2 personnes. Je pense qu'il a dû en verre un peu plus Un que peu ça plus, quand même. parce que ouais, ça a frité avec les James Anglais. Cameron, un tyran. Je sais pas. Tu vas avoir des commentaires. Et avant, non. Et avant de commencer, on vous a demandé du coup sur Insta vos aliens préférés. On a eu 3 réponses. L'alien de Toy Story. Didier, on en parlait, qui préfère le 1, mais qui a un petit coup de cœur pour le 4. Laurent qui préfère Romulus, qui est en régie. Et Joey qui préfère aussi Alien 1. Voilà. Et maintenant, on va faire un tour de table. Avant de commencer, quel est votre alien préféré, sans justifier pour l'instant? Vous le droppez juste comme ça. Victor. Le 2. Le 2, Pierre. Les 2 premiers. T'es relou. Prends hein. jamais Bah, les je les questions mets au comme même ça. niveau. J'adore. Je les mets au même niveau. On Raph. y reviendra après. Mais... Le 1 et le 3. Ben, moi, c'est le 4. Voilà. C'est bien, on a tous un alien On peut préféré. désormais commencer avec Alien 1, le 7e passager. 8e passager. Ouais. on envoie un extrait. Wait a minute, this movement seems to have life. Alien, donc sorti en 1979, réalisé par Ridley Scott, c'est son 2e film, si je dis pas de bêtises, après Le Ouais. Dueliste. Après les duelistes. Ouais. Exactement. Le pitch, donc, durant le voyage retour du cargo spatial Nostromo entre Tédus et la Terre, après une mission commerciale de routine, les 7 membres d'équipage, 5 hommes et 2 femmes plongés en hibernation, sont tirés de leur léthargie plus tôt que prévu par l'ordinateur du bord du vaisseau 2.
Ce dernier a en effet capté des signaux radio inconnus dans l'espace et, du fait d'une clause atténante à leur contrat de navigation, l'équipage du vaisseau est tenu de vérifier tout indice de vie extraterrestre. Voilà, alors Pierrot, je te lance parce que je pense que tu connais 2-3 trucs sur cette saga. Ouais. C'est sur le premier Alien. Et surtout ce qui est arrivé en amont, en fait, qui a fait que le projet Alien a vu le jour, c'est qu'en fait ça a démarré avec un petit film d'étudiant qui s'appelle Dark Star, qui a été réalisé par Carpenter quand il était étudiant à l'université. Avec Dan O'Bannon. Et Dan O'Bannon qui... Il a écrit, il a fait les effets spéciaux, il joue dedans, je crois. C'est ça. Il commence déjà leur film. Ça va Thibaut? Il y a eu, si vous voulez, on vous laisse, vous pouvez prendre un café les gars, on continue. On va parler de Fast and Furious. On regarde l'émission. Et en fait, il y a déjà les prémices d'Alien dans Dark Star en fait. Okay. Dans Dark Star, en fait, il faut savoir que on suit 3 scientifiques, enfin 3 astronautes quoi, un peu hippie, pardon, et qui se font courser par un ballon de plage. Ouais, en fait, il y a un moment où c'est plusieurs petits sketchs mis bout à bout, et il y a un sketch où il y a un alien dans le vaisseau qu'ils ont récupéré, et comme ils n'ont pas de budget, c'est un ballon de plage avec des palmes. Et il y a déjà la prémisse d'Alien où on ne sait pas où est l'alien dans le vaisseau par rapport à eux. Il y a déjà cette idée de spatialisation et de ne pas savoir où est l'ennemi. Donc ce film d'étudiant qui ensuite va être gonflé pour être un long métrage et sortir au cinéma va avoir un petit succès auprès des gens de l'université. Ouais, c'est dans les universités de cinéma, les trucs comme ça. Il va trouver un petit peu son public, mais bon, ça reste un film assez dispensable dans la carrière de Carpenter, quoi. Enfin, son premier vrai film étant Assaut. Oui, non, c'est une œuvre de jeunesse. Mais du coup, va en découler de ça, une espèce de frustration de chez Dan O'Bannon qui se dit j'ai pas réussi à faire rire, parce qu'en fait Dark Star c'est soi-disant un pastiche en fait du film dans l'espace. C'est un pastiche de 2001 à la base, c'est vendu comme ça. Et comme il a pas réussi à faire rire le spectateur, il a du coup écrit l'exact opposé. En essayant de faire peur dans l'écriture, aux spectateurs. Et donc c'est de là que va naître ce projet Alien, mais un tout petit peu avant. Il va y avoir aussi un événement majeur qui est la réalisation de Dune par Jodorowsky. La non-réalisation. La non-réalisation, pardon. Elle existe sur le papier, storyboard. Et en fait, pendant la conception de Dune, qui ne verra jamais le jour, Jodorowsky va s'entourer de tous les meilleurs artisans, plein d'artistes différents. Des artistes différents, voilà. Et le projet, donc on sait qu'il a été mis sous le tapis par la suite, mais par contre toute cette équipe a réussi à basculer sur le projet Alien en fait. Et donc s'il n'y avait pas eu quelque part ce projet avorté de Dune, on n'aurait peut-être pas eu l'Alien. C'est la conclusion de Jodorowsky dans le docu sur Dune, c'est qu'il dit qu'en explosant, le projet Dune a donné naissance et à Star Wars et à Alien, et c'est ça qui a un peu tapisser toute la... Parce que ça a fait naître des passions et surtout et ça fait un univers chez les gens, quoi. Et ça fait rencontrer plein d'artistes entre eux et tout ça, parce que ce qu'il y a aussi, c'est que Dan O'Bannon a fait une grosse dépression après Dune, parce que ça a été vraiment un projet rêvé pour lui. Et donc il a été pas en asile, mais en maison de repos pendant un certain temps après l'échec de Dune. Et donc il a réécrit Alien en rajoutant des choses sur ce truc-là. Voilà. Et d'ailleurs, la Fox était pas trop chaud de le faire. Mais grâce au succès de Star Wars, ils se sont dit, bon, la SF, on y va, quoi. Ouais. Et c'est parce que le film a été récupéré par Walter Hill et, comment il s'appelle, David Giler aussi. Ils ont récupéré le script, ils ont réécrit le script. Et il me semble qu'ils ont rajouté H aussi. Je crois que c'est leur ajout, c'est H, et ils ont réécrit tous les dialogues. Les noms, les prénoms, les prénoms et noms ont été changés. Les prénoms et noms ont été changés. À la base, le film devait s'appeler autrement. C'est Star Beast ou un truc comme ça, c'est ça. Et Memory à la toute base. Memory, Star Beast, et ensuite comme O'Bannon. Il écrivait tout le temps Alien dans le script. Il écrivait tout le temps Alien. C'est un mot pour simplifier et tout. Comme c'est un mot qui revenait souvent, il s'est dit en fait c'est ça le titre. Voilà. Parce que le concept est en un mot, et donc c'est comme ça qu'ils ont gardé le nom. Pas mal. Voilà, donc de là, ça se met un petit peu en branle pour la réal. Donc c'est tourné dans les studios Pinewood en Angleterre. En fait, les 3 premiers vont être tournés dans ces studios-là. Pas le premier. Pas le premier ? Non. Je me rappelle plus du nom, mais c'est le deuxième pas et le troisième en fait. C'est en Angleterre. C'est quand même un tournage en Angleterre, mais pas le premier. D'accord. Justement, ils n'avaient pas les budgets. Parce que c'est la même équipe en fait que dans le 2. Ouais, c'est les mêmes techniciens, ils ont rappelé tout le monde. Ok, ça marche.
Et c'est aussi le choix de Scott, parce qu'au départ c'était Walter Hill qui devait, comme il l'a réécrit, c'est Walter Hill qui devait le réaliser, et finalement la SF ça l'intéresse pas, donc il a laissé sa place. À un moment ça devait être Robert Aldrich qui devait le faire, pareil ça l'a pas intéressé, et donc c'est David Giller qui avait vu les duellistes à Cannes et qui a dit c'est lui qu'il nous faut, donc ça allait chercher Ridley Scott suite à cette projection là. Je crois qu'il a eu un prix d'ailleurs. Pourtant il faut quand même avoir du nez, parce que c'est un film qui n'a rien à voir avec c'est clair, Alien, quand tu le vois. Il n'y a pas d'alien dans les duellistes? Non. Je me trompe alors. C'est un truc de KPP. Oui, je vois ça. C'est napoléonien. Mais par contre, il y a une dans les duellistes qu'on peut saluer, c'est vraiment la photo qui est incroyable. On dirait vraiment des tableaux. Regardez pas Napoléon, regardez plutôt les duellistes. Bref, on revient du coup à Alien. Ouais. On a alors Sigourney Weaver qui n'était pas pressentie pour le rôle principal au tout début. Ça devait être le personnage de Veronica Cartwright. C'est Veronica Cartwright. Elle devait passer l'audition de Ripley et en fait elle a pas. Ils lui ont caché. Ils lui ont caché que c'était le deuxième rôle féminin. Voilà. Et Sigourney Weaver, elle n'avait pas fait de film avant aussi, donc c'est son premier rôle vraiment au cinéma. Et ils l'ont repéré parce qu'elle avait fait du théâtre avant, et elle voulait pas rentrer, je crois, au cinéma, elle voulait vraiment rester au théâtre. Et au final, ils ont réussi à la convaincre. Parce qu'elle porte le film. Elle fait toute l'identité de ce que c'est une héroïne qui a affaire à un monstre qui est terrifiant quand même. Et ça fait plaisir de voir un film comme ça, avec cette figure de femme qui est un peu. Je vais mettre des grosses guillemets, mais la figure de femme badass, quoi. Et du coup, je trouve que ça marche très bien avec elle, son visage, son caractère, son côté émotionnel. On ressent tout ce qu'elle ressent et tout ça face à l'adversité qu'ils vont ressentir dans l'équipage et tout. Elle fait vraiment plaisir, Sigourney Weaver, et ça a construit, j'imagine, toute sa carrière ensuite. Ouais, l'identité de la saga aussi, ça allait en parallèle, quoi. C'est vraiment. Puis au départ, on savait pas. Enfin, Ripley avait pas de genre dans le script. Aucun personnage était homme ou femme. L'idée de Jenny, c'est d'en avoir fait une femme, parce que c'est jamais mentionné, donc on pouvait c'est Ridley Scott qui a dit mais on peut en faire une femme, et mais c'est comme ça que c'est devenu Hélène Ripley. Et on finit par vite fait la créature qui donc c'était la dernière chose à trouver, et en fait parce que Giger devait travailler sur Dune. Il devait faire les Harkonnen, voilà. Et donc il avait déjà proposé, je crois, le Necronomicon à l'époque, et ce Necronomicon est tombé dans les mains de Ridley Scott. Oui, il est allé le voir, dans son atelier, et Scott a vu le tableau, et il a vu le tableau que vous voyez ici, celui-là, et donc c'est de là qu'est né l'Alien, en voyant ça. Donc ils lui ont rapporté quelques modifs. Je ne sais plus si celui-là c'est... Il me semble que celui-ci, il n'y a pas les tuyaux derrière, ils ont coupé les tuyaux. Tableau que tu as vu à l'exposition Giger en Suisse, en tant que grand cinéphile. Ah, exactement. T'es dans la culture. C'était trop bien. De tout ça sort un film. Parlons du film en tant que tel. Voilà. Déjà, à quel moment et quel a été votre ressenti sur le film? Moi, je l'ai vu assez tôt. C'était un des premiers films que j'ai vu en l'option ciné au lycée. Je me suis dit, ok, ce truc-là qui est le cinéma, c'est pas mal, c'est intéressant à creuser vraiment. Et je l'ai regardé plusieurs fois parce que je devais faire un exposé dessus. Genre, je l'ai regardé 3 fois d'affilée et je me suis dit, ok. C'est vrai ça? Tu l'as vraiment regardé 3 fois d'affilée? Ouais, mais je pensais que ça allait m'aider à analyser alors que j'avais aucun esprit d'analyse, du coup ça servait à rien. Tu vois, ah oui, t'étais en mode passif, t'espérais que les choses arrivent. Et en fait, mais c'est pas grave, j'ai quand même retenu des trucs, tu vois. Et donc, pour moi, le 1, c'est vraiment un truc qu'il faut que tu vois si tu veux un peu t'intéresser à la SF et tout. Et en plus. Il y vieillit vraiment bien. Ah ouais, c'est... là, peut-être que maintenant, tu le trouves lent, mais même pas, je pense. Ah non. Moi, j'ai découvert le 2 au tout début. J'avais des vagues souvenirs du premier. Et après, le premier, c'est quelque chose que j'ai commencé à apprécier de plus en plus au fil de mes visionnages. Alors certes, on peut lui trouver des longueurs, mais ces longueurs sont nécessaires en fait au film. Voilà. Et je trouve qu'il est d'une modernité folle. Enfin, vraiment, le dernier quart d'heure là, avec les lumières stroboscopiques, là, je m'en remets jamais. Je trouve ça incroyable. Toutes les séquences, indépendamment, elles sont trop bien en fait. Quand ils sont avec le bip, mais même le tout début avec la fleur. Là. Non, mais il y a la fleur, mais avant ça, t'as comment il nous est donné de voir au tout début un vaisseau complètement vide. Ah oui, pas de vie. Ensuite, t'as un ordinateur qui se met en route. Là, t'as un casque ça projette sur un casque d'astronaute. Et là, tout de suite, t'as le reflet. Petit à petit, tu passes de l'ordinateur
à l'homme, et puis après tu pars justement dans ce sas où ça s'ouvre comme une fleur. À ce moment-là, il est incroyable, quoi, avec cette lumière blanche là qui arrive comme une naissance, une renaissance quelque part. Ouais. Victor, Alien 1, ton feeling quand moi, je me souviens très bien de la première fois quand je l'ai vu. C'était le premier film d'horreur que mes parents m'ont un peu autorisé à regarder. Il repassait sur une chaîne, on l'avait enregistré, je l'avais vu après. C'était la première fois que je voyais un film dans les conditions de film d'horreur, c'est-à-dire qu'il faisait déjà nuit, c'était une nuit d'hiver, comme ça on s'approchait des fêtes de Noël, et on me montre Alien, et je me souviendrai toujours de ce premier jumpscare que je me suis tapé, parce que c'est le premier jumpscare que j'ai vu, moi le Alien, à un moment donné, je vais pas spoil le film, mais on va quand même un peu le spoil. Ouais, je pense, ça fait 50 piges. Ils cherchent l'alien, il se trouve qu'ils vont devoir aller dans les conduits. Il y a un moment donné, le suspense commence à monter, la tension commence à vraiment arriver dans le film. Tu te dis, oh non, c'est là, ça y est, on va voir les méfaits de cette créature et tout. Et bam! Et là, moi j'ai été happé, j'ai vu pour la première fois cette créature qui ouvrait la bouche et tout, et je crois que c'était la première fois que je voyais une créature qui faisait si peur dans un film en fait. C'était la première fois que je voyais un film entre guillemets d'horreur adulte, quoi. Et c'était pas un Tim Burton, c'était pas autre chose, là c'était vraiment, et en fait j'ai été terrifié désolé d'avoir fait une balle perdue pour les films de Tim Burton, mais là c'était la première fois en fait où je me disais ah ouais ok, personne dans l'espace vous entendra crier, tu vois, elle est excellente en fait, ça t'a mis... En fait j'ai découvert un univers à travers ce jumpscare, je me suis dit c'était incroyable. Et c'est pour ça que cette saga elle est très importante aussi, je pense pour tout le monde en général, hein. Ah ouais. C'est du bon cinéma d'horreur, parce que c'est pas une malédiction, il y a quelque chose, il y a un parasite qui est là, et ça ramène en fait, comme l'alien il est pas trop visible dans le 1, il est pas distinguable, il y a une peur un peu d'enfant du noir et de ce qui se cache en fait, et du coup c'est ton imagination qui joue beaucoup, et il joue tout le temps sur ça, sur le look du vaisseau, toute la scène avec les chaînes, où à un moment en fait c'est la queue de l'alien derrière, c'est comment, je sais plus comment il s'appelle le personnage, celui avec sa casquette. Harry Dean Stanton. Ouais, j'ai plus son nom. Harry Dean Stanton, ouais, c'est ça. Et il joue vraiment avec ce côté peur du noir et du monstre, vraiment sans penser, et qui attaque juste. J'aime bien aussi les personnages, comme vous disiez tout à l'heure, ils ont peut-être changé les noms, je savais pas, mais en fait tout le monde a l'air d'être un routier des États-Unis. Ouais, ça c'est une idée de Scott. Et ça c'est trop bien. D'avoir fait des routiers de l'espace, ça c'est une idée de Ridley Scott. C'est trop bien, c'est une super idée. En fait, c'est un vaisseau de marchandises, quoi. Et en fait, ils se retrouvent à être dans une mission un peu où ce serait. En fait, ils sont pas prédestinés à faire cette mission-là et ils le font quand même. Et du coup, tu sens que il y a des choses qui sont justifiées par... ils n'ont pas forcément tout le matériel adéquat pour aller faire cette mission, et pourtant ils le font quand même, et ça se ressent vachement, même quand on le regarde aujourd'hui, et du coup il y a toute une ambiance où on n'est pas apte à affronter cette créature, mais elle arrive quand même, et c'est trop bien, quoi. Il faut aller voir Alien si vous ne l'avez pas vu. Commencez par Romulus, mais on en reparlera peut-être plus tard, mais commencez par Alien 1, c'est super important, quoi. Et puis il y a plein de thématiques dans le 1 qui sont très fortes. Le thématique du viol, par exemple. Ouais, déjà, la naissance, le viol, déjà dans plusieurs scènes. Déjà le fait que le facehugger, ils mettent du coup une sorte d'orifice dans la bouche du... Comment il s'appelle lui, celui qui se fait... Kane. Ouais, voilà, il y a ça déjà. Ensuite, il y a la scène où Ash se bat avec Ripley. Il essaie de mettre le journal dans la bouche. Ça, c'est derrière, il y a des journaux apparemment, il y a des pornographiques, etc. Du coup, ça rappelle encore ça. Il y a des gens qui sont évanouis au cinéma pendant cette scène, en fait. Ouais, c'est dur. Hein. Quand t'as Lambert, je crois, qui met un coup dans la tête de H, la tête elle part, et là les gens se sont évanouis en fait à ce moment-là. Parce qu'en plus il y a complètement inattendu en plus de l'alien, c'est un coup de maître, une pochette surprise incroyable, il rajoute un androïde en plus de la menace et une nouvelle thématique. Et c'est trop bien, parce que le sang je spoil, le sang, mais ça devient, c'était fou, tu vois, il y a quelqu'un qui se fait cut, et en fait c'est pas du rouge qui en sort, c'est du lait blanc dégueulasse, tu vois, du lait, et trop bien, ils le refont marcher, tu comprends l'organique et tout ce qui nous rappelle aussi des choses d'organique, mécanique et tout, et tu te dis mais en fait cette saga elle a plein de choses à te montrer, j'espère qu'ils feront une suite. Ce personnage de Ian Holm, je trouve vraiment incroyable. Quand tu sais, et quand tu revois le film, tu sens vraiment toute cette tension qui est entre lui et Ripley. J'aime bien cette séquence où il est en train de regarder quelque chose au microscope. Et t'as Ripley qui arrive et qui l'interrompt, et en fait si vous regardez bien le jeu d'acteur de Ian Holm à ce moment-là, il est vraiment
en tension. Il en dit pas beaucoup, mais tout est dans le regard et tu sens vraiment qu'il pourrait péter un câble à un moment donné. Enfin, je trouve que sa prestation. Il est fort, Bilbon Saquet. Ce bon vieux Bilbon, ce que j'allais dire. Il y en a qui disaient aussi, j'ai lu que tu vois quand la scène où du coup la hyène sort du ventre de Kane, c'était aussi une sorte de métaphore d'une sorte de culpabilité patriarcale qui rôdait dans tout Hollywood et qui gênait tout le monde quand ça sort de son ventre. C'est aussi, il voulait représenter un truc qui rôdait, que tout le monde savait, mais qui personne n'osait le sortir. Et là, ça sort d'un homme, c'est hyper violent. On n'a pas l'habitude de voir un homme qui fait une sorte de procédure entre guillemets d'accouchement, comme ça. Il y en a qui l'ont lu comme ça aussi parce que. Je pense que c'est des thèmes qui ont dû être rajoutés par la suite. Qui ont été peut-être. C'est un truc qui a été plaqué sur, mais c'est le fait d'avoir un homme qui accouche en fait. Cette image-là qui est dissonante et perturbante dans le cadre du film parce que Scott a demandé à Giger de mettre en place toute la création pour arriver au xénomorphe, donc c'est toutes les étapes, c'est Giger qui l'a conçu, donc c'est pas anodin qu'ils aient choisi que ce soit Kane qui accouche c'est quoi, le chestbuster là Chestbuster, ça aussi, le fait d'avoir un facehugger, un chestbuster et ensuite la créature alien, enfin 3 stades de métamorphose, ça c'est aussi du jamais vu et à chaque fois c'est... Enfin, tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite ? On dit vachement vite. Je sais pas si on aura le temps de parler de tous des thèmes qu'il y aura dans le premier. On va devoir passer au deuxième. Non, mais je pense oui. Et pour vous dire que ce thème-là, en fait, finalement, il pose les bases parce qu'il y a aussi une critique du capitalisme. Je disais tout à l'heure, c'est des routiers, c'est pas un hasard. Il n'y a pas de pays. Ils parlent jamais de pays. Ils n'ont pas de nationalité. Ils travaillent que pour la compagnie. Et du coup, on va peut-être les aborder par la suite, mais il y a les androïdes, il y a la violence corporelle et tout. Et du coup, je pense que on peut passer aux 2. Ouais, peut-être. Oui. Alien le retour. Oui. Aliens. Aliens. On envoie l'abondance de Aliens. Ouais. Not to bring back, but to wipe them out. That's the plan. Who's Snow White? She's supposed to be some kind of consultant. Apparently, she saw an alien once. Whoopie fucking do. Aliens, du coup, sorti en 86, donc 7 ans après, réalisé par James Cameron. Pour le pitch, on a Ripley, donc la même que dans le 1, qui accompagne un détachement de marines coloniaux qui se rendent sur la planète LV-426A. Une colonie spatiale humaine terraformée qui ne donne plus de nouvelles et où la présence de la créature du premier film, l'alien, est suspectée. Qu'est-ce que vous pensez du 2 ? Je commence pas par toi cette fois-ci, je commence par Raph. Qu'est-ce que tu penses du 2 ? J'aime bien le 2 parce qu'il ouvre l'aspect avec la Weyland, tout le côté capitalisme de l'espace et futuristique. Et ça, c'est un ajout de Cameron parce que c'est ce qu'il fera aussi dans Terminator 2 et dans Avatar. Il y a toujours des sociétés militaro-industrielles. Et je trouve que ça permet d'ouvrir les champs, que ce soit technique... avec le gun Steadicam là, et à côté de ça, il met plus d'aliens, plus de véhicules, et c'est lui qui a vraiment défini ce qu'était le Colonial Marine et vraiment le Space Marines en fait. C'est Cameron qui a défini ça avec Warhammer 40 000 en parallèle, mais toute cette SF militaire, c'est vraiment Aliens qui l'a posé, et c'est pour ça que j'apprécie le film. Pierre, le Aliens, c'est ton préféré? Je le mets au même niveau que le premier, mais en fait, c'est 2 films qui sont opposés l'un à l'autre. Et pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre magistral, quoi. Chef-d'œuvre absolu. Victor c'est un excellent retour. C'est un excellent retour. Il s'appelle Alien 2. Aliens aux États-Unis, le retour. Et nous, c'est Alien le retour. Et en fait, le retour, pour moi, il a toute son importance. On n'a pas spoil le 1, mais on va dire que Ellen Ripley s'en sort. Et il y a une compagnie qui vient la voir et qui lui dit un peu... il la récupère surtout, elle est en, elle est en stase dans l'espace. Il la récupère. Elle voit, il me semble, des vidéos, des gens sur la Terre. C'est pas ça, il me semble. Ça, c'est une scène coupée, je crois, où elle voit une vidéo de sa fille, mais quand elle est plus âgée, elle lui dit j'espère qu'on la retrouvera. Qui est morte en fait. Je pensais que c'était dans le montage final, alors peut-être. Je crois que c'est la version. Ça, c'est la version Director's Cut. D'accord, j'ai dû voir que la version Director's Cut. Qui fait 2h40. Ouais, elle est bien longue cette version, mais j'ai bien apprécié tout le film. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a ce
plan où elle fume une clope à un moment donné, et, ils ont pris le shot où la clope, en fait, elle a pas fumé dessus, elle s'est fumée une clope et il y a toute la cendre qui reste. Ouais, elle la laisse. Et elle est encore tétanisée du 1 et du coup, l'aspect canon, en fait, et c'est ça aussi que j'aime bien dans Alien, c'est l'aspect canon de tous les films. C'est dans les 4 premiers, c'est le fait que quand on regarde le 1, ensuite le 2, ensuite le 3, ensuite le 4, tout se suit parfaitement, on comprend, c'est des nouveaux thèmes, c'est des nouvelles approches. C'est ça. Et j'aime bien ce début de 1 qui te dit bah voilà, on vous a récupéré et en fait vous allez y retourner. Et elle est pas forcément très consentante. Et il y a un élément dans le film qui va lui faire dire ok, il faut que j'intervienne. C'est ce deuxième personnage, enfin ce personnage qui va arriver, c'est Newt. Et Newt, moi je trouve que c'est un super personnage. Bien sûr. Voilà. Newt, pour vous dire en fait, c'est donc Sigourney Weaver, Ellen Ripley, elle revient avec une milice sur une planète, il me semble. Sur LV426. Ouais, la planète des aliens là. Ils essayent de la terraformer. Et ils disent voilà, il y a une colonie qui a habité là-bas. Et par contre, on n'a plus de nouvelles de la colonie. La terraformation s'est stoppée. Donc, on va vous envoyer là-bas pour que vous preniez des informations. Et Sigourney Weaver, elle est pas très chaud. Elle se sent pas forcément à l'aise avec tout le monde. Il me semble que c'est avec Bishop, donc un androïde avec qui elle échange le plus. Mais sinon, voilà, les militaires, moi, le jeu du couteau qu'ils font au début du film, le fameux jeu où tu mets ta main comme ça face contre la table, et il y a un des militaires qui dit ouais, vas-y, on va jouer l'androïde là, est-ce que tu peux. C'est pour ça que j'ai apporté mon couteau suisse aujourd'hui. on va le faire en vrai. Si vous avez l'opportunité de regarder ce podcast, vous pouvez regarder. Mais du coup, faites pas ça chez vous. L'androïde, il va essayer de passer comme ça entre les doigts et essayer de passer le plus rapidement possible. Et en fait, moi, le film commence un peu sur cette séquence. Je me suis dit, ok, ça va être saucisse et flingue pendant tout le film, et ça, je vais adorer. Pour rejoindre un peu le thème du fil rouge là que tu as abordé, c'est que en fait ce qui est aussi important dans la saga, c'est qu'elle ajoute toujours les considérations de son époque, parce qu'il y en a un à part le 4, mais c'est sorti à chaque décennie, c'est 79, 80, 90 et 2000 un peu pour le 4, on va dire. Et donc ça ajoute les considérations de l'époque. Donc tu vois, le 1, on reste dans un truc fin du nouvel Hollywood, un peu cinéma arty, tout ça. Et le 2, on est vraiment dans un cinéma guerrier, soft power américain, vraiment avec les actionneurs en face. Et donc c'est pour ça que c'est une guerre. Et il y avait tous les films post-Vietnam, et ils rajoutent ce visuel-là aussi, cette identité-là dans le Alien. Des bandeaux et des trucs comme bandeaux, ça. tous les écriteaux, ce qu'ils écrivent sur les plaques et tout. C'est scénarisé par Cameron du coup, et il faut savoir qu'en fait, pendant qu'il écrivait le scénario d'Alien, en parallèle, il écrivait aussi, en fait, il avait 2 machines à écrire, il écrivait le scénario de Rambo 2. Voilà. Ah ouais. C'est lui qui a écrit Rambo 2, ouais. Au même moment en fait. Donc du coup, le coup des militaires, machin, badass, tout ça, enfin c'est... Quelque part, Alien 2 est intimement lié à Rambo 2. Oh, il a mis plus de motivation sur un film que l'autre quand même. Mais bon, on en reparlera peut-être de Rambo 2. Non, mais en fait, le Rambo 2, le scénar, il a été charcuté par Stallone. Mais ça, on en parlera peut-être. Ah, incroyable, ouais, on en reparlera. Ouais, après, le scénario du 2, pardon, mais c'est le 1 avec plus d'aliens et plus d'armes. Ah, c'était le pitch de Cameron. Tu connais cette légende, tu connais cette histoire. Non. Devant les producteurs. Il est allé à la Fox pitcher, donc ils lui ont dit vous avez quoi comme idée. Il a écrit Alien sur un tableau et il a rajouté un S. Et après il a fait 2 traits pour faire le dollar, et il a dit c'est sûr ça va marcher si on met plein d'aliens. C'est vrai. Et il a bien cette légende comme ça. Parce que vous avez passé mon avis sur le film, c'est pas grave, je suis pas vexé. Moi j'aime pas trop le 2. Je trouve trop de flingues. En fait après, ce qui aide pas, c'est que j'ai vu un peu, à part le 1 que j'avais déjà vu, j'ai vu Romulus et tous d'affilée, et c'est quand même à chaque fois la même construction, ils arrivent, il y a un alien à la fin, ils se battent avec, et du coup le 2, c'est vraiment pour moi le même squelette que le 1, mais il y a plus de pistolets, quoi. Et il y a une enfant, bon d'accord. L'enfant c'est quand même Jones, quoi. C'est d'autres décors aussi. Ils sont sur la terre ferme. Non, y a... ils sont sur une planète. Ils sont sur une planète, c'est ça que je veux dire. C'est que tu te sens moins claustrophobique, tu vois, je trouve, dans le 2. Enfin, tu te disais. C'est un film de base militaire. C'est un film de. Il y a milliards de trucs que je pourrais te citer que j'adore dans le film. Allez, c'est parti.
Ah, mais d'accord, vas-y, essaye. Vas-y, ça marche. J'aime bien. Je te dis, la scène de l'exosquelette, elle me fait chier. Il y a le tout début quand Ripley, elle est dans cryo-sommeil, et là, t'as un laser qui découpe la porte. Ça, et là, c'est balayé par un néon. Le laser bleu, là. Voilà, déjà rien que ça. Trop bien. Ça, c'est ouf. C'est le moment préféré du film. Ensuite, il y a toute cette bande de militaires qui ont à chaque fois un truc chez eux en particulier. J'aime bien le duo entre Vasquez et son acolyte là, qui ont genre des. Ils ont une Steadicam avec une mitraillette dessus. C'est tout. On a le personnage de Vasquez qui se lève, qui fait des pompes. On a ce personnage du général qui se lève de son cryo-sommeil, qui se fume un cigare. Il y a le personnage de. Comment il s'appelle X. J'ai plus. Oh putain, en plus, il est décédé il n'y a pas très longtemps. Bill Paxton. Ouais, voilà. Lui qui amène un vent de fraîcheur là-dedans. Hudson, merci. Hudson, ouais. Pardon. Lui, son personnage, je le kiffe. Tout le design, genre le réfectoire, de tank. La petite voiture là. Voilà. Et un moment que j'adore, c'est quand ils vont sur la planète. Et là, ils ouvrent. Ils débarquent du. Ils sont dans un vaisseau. De ce vaisseau, ils partent avec le gros char là, la grosse voiture. Le char, la grosse voiture. Ils arrivent, ils ouvrent les portes, il pleut. Et là, on a vraiment une spatialisation. On voit un petit peu, on repère un bar, tout ça. Et là, ils ouvrent les portes. Et à partir de ce moment-là, on voit une grille, de l'eau qui coule. Il y a des coursives. Enfin, il y a une profondeur de champ de ouf. Et ça, c'est quelque chose que vous ressentez. Si vous n'avez pas vu la version longue. En fait, il faut voir la version ciné. Parce que quand tu vois la version ciné, quand tu vois la version longue, il t'est donné de voir 5 à 6 minutes sur cette planète au moment où ça dégénère. Voilà. Et ça, pour moi, ça gâche un peu l'effet de surprise. Oui, il y a Newt, et on voit Newt avec son père, je crois, dans un camion. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des scènes comme ça au début. Oui, bien sûr. Tout ça, le facehugger, et puis après, ça cut. Mais normalement, dans la version ciné, il n'y a rien de tout ça. D'accord. Ils arrivent sur la planète. Et toi, tu sais pas à quoi tu t'es confronté, t'es pas préparé, tu sais pas ce qui va se passer. Ça donne envie. Et toute l'ambiance du film, pour moi, je la trouve incroyable. La musique, je la trouve ouf. Elle a été faite dans la douleur, il faut savoir. C'est jusqu'au dernier jour avant la sortie du film, le compositeur était encore en train d'écrire la musique, quoi. Parce que Cameron, à chaque fois, il est perfectionniste. Enfin, tous ces éléments, pour moi, participent vraiment à un film excellent, d'une bonne tenue, qui ménage ses effets. Le dernier quart d'heure, je le trouve épique quand Ripley est dans l'ascenseur, enlève sa combinaison, elle est en t-shirt, elle se fabrique un gun là et tout. J'adore, c'est tellement salvateur, c'est trop bien. La confrontation avec la reine, le thème de la mer, vraiment, il y a un travail titanesque qui a été fait sur ce film. Giger n'est pas revenu. Cameron a voulu. Cameron n'a pas voulu qu'il revienne, parce qu'il s'est mis en opposition au choix de Scott, de Giger, de tout le monde. En fait, lui, il a dit je prends la saga à bras le corps et c'est ma vision maintenant. Ouais. Et ça a défini. Déjà, c'est le premier où ils disent xénomorphe, je crois. Oui. Et c'est lui qui rajoute Weyland. Là, Weyland Yutani, c'est là où on en parle aussi. Conglomérat, tous ces trucs-là. Parce que Scott, il voyait plus ça comme un film de maison hantée dans l'espace. Là où Cameron, il en fait une guerre, il en fait un film de guerre et quelque chose de beaucoup plus premier degré. Il rajoute ses thèmes en fait. Et en fait, il s'intègre lui à la saga. Et c'est ça qui est sympa aussi avec Alien, c'est que chaque réal normalement, enfin moi je le voyais comme ça quand j'étais plus jeune, c'est que chaque Alien, en tout cas les 4 premiers quand ils existaient que seulement eux, chaque réal va amener un peu sa touche, ses thèmes qui lui sont chers, et ça c'était cool d'avoir des nouvelles versions, des nouvelles visions quand tu regardais un film, quoi. Cameron il disait qu'il s'inspirait aussi pas mal du colonialisme européen et des grandes entreprises comme ça qui vont en Inde, etc. Et il dit, avec le recul, il disait que il se basait sur des préjugés classiques, mais qu'avec son expérience maintenant, il estime que sa vision naïve était quand même très proche de la réalité. Donc voilà, il se moque un peu de tout ça, quoi. Ouais, le 2. Ouais, et puis j'allais dire, voilà, c'est aussi... c'est là où tu vois la reine. Exactement, j'allais le dire. La reine est sympa. C'est ça aussi que j'aime bien, c'est que c'est tous des femelles. Attends, c'est Jurassic Park. C'est Jurassic Park, en plus, c'est tous des femelles, Life Finds a Way. Moi, je me remettrai jamais, c'est cette scène à la fin où la porte s'ouvre, tu crois que c'est fini. Et là, t'as Bishop qui se fait empaler, là. Il se fait couper en deux. L'effet, il est saisissant et c'est incroyable.
Et là, Ripley se barre et revient 1 minute après avec le mecha, quoi. Ouais, mais tu vois, au début du film, quand elle conduit le mecha au début du film, tu dis c'est évident qu'elle va s'en servir. Ouais, mais la scène oui, mais rien, c'est parce que. c'est un pistolet de Tchekhov. Ouais, mais cet effet de surprise, on y est habitué parce que maintenant les films jouent là-dessus, tu vois. Mais là, le truc te donnait envie parce que tu le mates quand t'es petit, tu vois. Moi, j'ai maté ça dans les début 90, tu vois, sur VHS. J'avais aucune idée de ce que c'était qu'un fusil de Tchekhov, tu vois. J'ai pas d'âme. Moi, j'étais pas là, pas encore au début des années 90. Je ne m'étais pas dit que ce mecha allait resservir à la fin, tu vois. Et je te garantis que quand tu vois ça, tu te dis mais non, mais c'est trop cool. En plus, il est bien fait. T'as l'impression qu'elle le contrôle réellement. T'as l'impression que tout est bien fait en fait dans ce film. Tu te dis, j'y crois et tout. Et tu comprends comment ça marche parce qu'on voit juste avant, aussi. Tu sais, les bras s'ouvrent. Tu comprends en fait c'est un monte-charge, mais enfin c'est un transpalette, mais en robot. C'est un Caterpillar limite. Ouais. Tu vois la marque, quoi. Et après, tu comprends comment elle pilote le truc et comment elle va se battre avec. Bon, par contre, je suis un peu moins convaincu de ce qui suit. Tu sais que la trappe, elle ouvre le sable. C'est un peu laborieux. Et par la force du coude, elle arrive à remonter, tu vois. Bon, on terra tout ça. Ça met en place ce 4e acte où l'alien revient, où il y a un autre monstre qui intervient, une autre créature. Voilà. Et puis ça explique un peu aussi d'où viennent tous ces aliens. Et pour l'instant, le film explique plein de choses sur d'où viennent ces hommes, mais les films n'expliquent pas beaucoup d'où viennent ces aliens. Comment ils sont créés. Et comment ils sont créés. Il y a un film qui explique pas beaucoup plus, c'est le 3. Et on va parler du 3 parce qu'il Allez, faut et là ça va être un gros morceau. On envoie un extrait. Allez hop. Très gros morceau. There's definitely something in here with us. We have no weapons of any kind. Alien 3. Sorti en 92, qui est donc le premier film officiel de David Fincher, quoique. Ouais, pas pour lui. Donc pour le pitch, donc Hélène Ripley et ses compagnons rescapés dorment en biostase à bord du vaisseau spatial USS Salco après le 2, du coup, c'est la suite logique, qui retourne vers la Terre, mais un facehugger est présent à bord et brise l'une des capsules de stase où ils dorment, et son sang provoque un incendie, etc. etc. Donc Hélène arrive toute seule sur une planète prison où se trouve une colonie minière, pénitentiaire. Qu'est-ce que vous pensez du 3 ? Maintenant, je commence par Pierre. Ouais. Qu'est-ce que tu penses d'Alien 3 ? Le 3, c'est un film que je réévalue en le revoyant au fil de mon existence. Et ouais, vous aimez ça ? Gamberge. Non, mais c'est un film que j'apprécie de plus en plus, que j'ai pas spécialement aimé quand je l'avais loué en VHS à l'époque. Alors la VHS, pour ceux qui savent pas, parce que on pouvait louer avant. Il fallait rembobiner. Cameron, il s'est quand même crevé le cul pour qu'on ait une fin assez jouissive avec. Alors il me semble qu'il y a comme survivante à Ripley. Il y a Newt. Il y a Newt, il y a X, il y a Bishop. Et Bishop. Enfin la moitié. Donc il y a le tronc de Bishop. Il y a 4 personnages dans le vaisseau. Bon alors je spoil pas, mais en fait, Fincher va annuler tout ça dès le début du 3 en fait. Ouais. Par un truc où moi, dans ma conception que je m'étais fait d'un œuf et d'un facehugger, tout ça, je me dis, ça tient pas. En fait, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Après, du coup, tu dis Fincher, on dit dès le début que Fincher a pas fait le montage du tout. Et quand je dis Fincher, c'est pas du tout le film qu'il veut faire. Quand je dis Fincher, c'est pas lui qui massacre le truc, c'est le scénario en fait qui. En fait, il faut savoir que. Il y a un scénario déjà. Voilà. En fait, c'est un mélange de 2 scénarios. Et avant que ce soit proposé à Fincher, ça avait été proposé à Renny Harlin dans un premier temps. Donc Renny Harlin, Cliffhanger, Peur Bleue, ton film de requin préféré. L'île aux pirates. L'île aux pirates. Un de Freddy, le 3 ou le 4. Le 4, c'est ça. Et Profession Profiler aussi. Je t'invite à regarder cette daube. Ok, ça je connais pas. Donc ça c'est pas fait. Il y avait quand même un scénario qui était écrit par David Towie. Mais ça l'a pas fait. Ensuite, ils ont éjecté Renny Harlin pour ensuite contacter Vincent Ward, qui lui a commencé à parler d'un concept d'une planète en bois avec des moines qui refusent toute technologie, tout ça. J'ai su. Et finalement, pendant la pré-production, c'est impossible. Les producteurs se sont dit, au vu des visuels qu'ils proposaient, ils se sont dit, non, ça n'ira pas, on fait fausse route, c'est pas l'univers alien, etc. Et de là va coucher un scénario qui reprend... Il y a le scénar de William Gibson aussi avant. Oui. Donc c'est un auteur de SF, c'est lui qui a écrit Nécromancien.
Et c'est en fait, c'est lui qui a créé le cyberpunk. C'est vraiment le premier à avoir utilisé ce terme-là, je crois, dans le roman. Et donc, ils l'ont appelé lui parce qu'ils se sont dit, on met quelle nouvelle orientation pour la saga. Et donc, ils ont choisi Gibson. Je crois que le scénario, il a été fait en comics maintenant, donc on peut le découvrir. Et c'est avec ces 3 scripts-là qu'ils ont mélangé le script du Alien 3. Voilà. On s'est enflammé avant de savoir j'ai bien aimé le 3. Oui, pardon, t'as bien aimé le 3 ? Non, mais en fait, le 3, moi, j'avais pas encore tous les codes pour comprendre que le film avait cassé le film. Mais je me souviens très bien, étant ado, avoir découvert le 3, le montage du début qui te dit le 2 est annulé. On a annulé le 2. Et j'étais un peu deg. Mais... Voilà, il y a des choses sympas, il y a des choses moins sympas dans celui-ci, mais j'aime bien la fin. C'est tout ce que je dirais sur le 3. Raphaël. Moi, ça dépend le cut, parce qu'il y a 2... Il y a l'assembly cut et le montage sale. Et moi, je trouve que la version longue, qui n'a pas été supervisée par Fincher, elle ajoute quand même des éléments qui me font apprécier le film. Elle en change même. Et elle change certains, surtout avec la naissance, fin. La naissance aussi du Chessbuster. Dans le Chieng. Voilà, au lieu d'une vache dans l'assembly. C'est une vache dans l'assembly cut. Voilà. Ah, du coup, j'ai vu quel cut, moi ? T'as vu le chien ou la vache ? Le chien. Donc t'as vu la version ciné. J'ai vu les deux. Ok. Et pareil... Tusk. Pareil, avec le temps, en fait, j'apprécie les qualités, mais c'est vraiment des moments par-ci, par-là. Si, je trouve le perso de Charles Dance, il est incroyable. Ah, lui, il est incroyable. Oui, c'est vrai. Super. Ah, la romance entre les deux, c'est très adulte, très, très mature, je trouve. Enfin, j'aime vraiment bien, c'est tout en nuances. Ouais. J'allais dire, moi, j'aime beaucoup le postulat de base, en fait. Et ouais, ce que j'allais dire. Tu vois, le truc où elle arrive dans une prison, comme ça, avec... plein d'hommes qui bossent, qui savent qu'ils vont à peu près mourir là, mais ils veulent pas trop mourir avec l'alien non plus. Et je trouvais qu'avant que ça commence à être l'affrontement avec l'alien, où là je trouve ça devient n'importe quoi. C'est les effets spéciaux en fait. C'est le très labyrinthe là à la fin. Dans les courses, c'est vraiment un JPEG. Il y a des tentatives, mais terrible. Mais je trouve que le postulat de base du film, pour moi, il est très intéressant, mais après, ce qu'il en fait, je suis pas sûr. Il y a tout cet aspect qu'en fait c'est des moines. C'est l'idée de Ward qu'ils ont gardé, que ce soit... Il y a quelque chose de très religieux et tout ça. Et donc ils changent le nom de l'alien, ça devient le dragon. Et donc il y a tout ce vocabulaire un peu religieux. Le fait que Ripley arrive en étant une femme, ça en fait une figure de Jeanne d'Arc un peu aussi. Toutes les héroïnes comme ça du Moyen-Âge. Et moi, c'est cet aspect-là que j'ai appris à apprécier au fil du temps. Mais je trouve que c'est un film... En fait, il plaît à personne, et même les gens qui l'ont fait, personne Fincher ne peut en parler. Personne veut parler de ce film, mais c'est pas gênant pour autant. C'est ça qui est un peu étrange avec racontez-nous. le 3. Moi, dans mon entourage, j'en connais beaucoup qui aiment bien le 3. Moi j'aime même bien... mettre au même niveau que le premier. Quoi. Parce que je sais qu'il a une genèse très très compliquée. Vous avez parlé du fait qu'il y avait 3 scénarios qui ont été mixés. Il me semble qu'il n'y a pas eu le même réalisateur. Il devait aller sur la Rainier Lynn, il devait aller sur la planète des aliens aussi. Sur Terre. Et sur Terre après. Il devait se passer sur Terre, il avait proposé ça. Et en fait, après que Fincher a été embauché sur le tournage, déjà, il s'entendait pas avec les producteurs qui le considéraient comme un vendeur de chaussures, en fait. Parce qu'en fait, avant ça, il a tourné des pubs pour des baskets pour Nike, et des clips de Madonna et tout ça. Alors que Ridley Scott donnait de la pub aussi. Et Ridley Scott donnait de la pub. C'est peut-être, je crois, l'un des seuls films où la date de sortie avec le poster ont été annoncées avant même que le film soit tourné, en fait. Comme Last Action Hero. C'est le même... Grosse pression, énorme pression, et le scénario s'écrivait pendant que le film se tournait. Donc Fincher, il a débarqué sur un tournage de cet acabit-là, quoi. Ils ont changé le chef-op parce le premier était tombé malade, ils ont dû appeler un autre chef-op. Décidément, les chef-op, ils se font très vite remplacer. Voilà, je vois. Et hop. Pareil, apparemment, je crois Ripley, elle devait être. Elle voulait pas le faire parce que. Elle voulait pas le faire. Ah non, je crois que c'est le 4 qu'elle voulait pas faire du tout parce qu'elle avait entendu parler d'AVP et elle se dit ça part en couille, j'arrête. Non, justement, elle a vu qu'AVP devait sortir et ils ont tourné Alien 4 pour éloigner un peu d'AVP. Ok. Alien versus Predator. Mais en fait, elle a un peu testé. Elle dit comment tu vas Vous proposez quoi pour le quelle sauce je vais te manger, et Fincher lui dit en fait tu seras chauve, et en fait ça l'a calmé, elle a dit ok d'accord.
Il est plutôt dans. C'est vrai. Non, mais ouais, tu seras chaud. Ouais. Et en fait, c'est trop bien. Ça rajoute quelque chose de la personnalité d'Hélène Ripley qui passe presque d'une mère dans le 2 à presque un personnage androgyne en fait qui se confond avec les prisonniers. Et moi, tout ça, j'adore. Le fait qu'elle veuille provoquer aucune tentation de la part des prisonniers, qu'elle se mette un peu à leur. Elle fait rien. Non, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Oui, le fait qu'elle est une fille. Bien sûr, mais tu vois, elle a un signe de respect pour eux. Tu vois, elle essaie de s'intégrer dans leur communauté en se faisant passer pour eux. Et moi, je trouve que son design, il colle, quoi. Enfin, oui, puis ça rajoute. Ça marche pour moi. Il y a un miroir avec le crâne aussi de l'alien. Tu vois, le plan où elle se face à face. C'est le seul plan que tu retiens. Il est chouette ce plan. C'était le plan qu'il y avait dans les bandes annonces d'époque. Et celui-là sont bien faits. J'aime bien les plans du début aussi sur la planète à l'extérieur de la prison. Ouais. Tous les plans avec le sable rouge à l'extérieur, c'est vrai que c'est cool ça. J'adore cette ambiance-là aussi. Il y a un plan où Charles Dance récupère Ripley avec sa cape et t'as le ventre, un plan large et on dirait vraiment. C'est dommage parce qu'on n'en voit pas beaucoup des plans comme ça et après tout le reste passe dans l'intérieur et moi j'aurais aimé. Très moyenâgeux, j'aime beaucoup cette ambiance-là. Et ça c'est dans l'Assembly Cut d'ailleurs, c'est malheureusement pas dans la version ciné. Avengers Assembly. Et il me semble qu'il y a plusieurs fins qui ont été prévues sur ce film. Il y en a 2 qui ont été tournées. Ouais. Les deux, la fin diffère d'une version à une autre. Parce qu'il y a un plan qui disparaît. Bon, voilà. Mais sinon, le plan Terminator 2. Il me semble que les producteurs voulaient conclure au bout du 3. Ouais. En tout cas, l'arc de Ripley, ils voulaient que ça se termine. Ouais. Et ça donne une fin pas très claire, pas très bien faite. Comment ça, pas très clair ? Comment ça ? Je sais pas, je trouve que le plan définitif. Le labyrinthe et tout, ça, en fait, vu que l'alien est vraiment terrible, ça marche pas quoi. Ça dépend. Enfin, moi j'aime bien justement juste avant que le plomb coule. Toute cette scène là où merde, j'ai oublié le nom de l'acteur, mais en fait il se sacrifie pour que Ripley puisse monter. Enfin, ça j'aime bien. Mais ce qui précède un petit peu avant dans les coursives. Il y a des tentatives. J'aime bien cette caméra, moi, qui rase le plafond, ensuite qui se retourne et qui revient au sol. Ça, c'est vachement bien, mais peut-être un peu trop répétitif. Et c'est surtout pour moi à ce moment-là que l'alien, tu vois trop qu'il est fait en CGI. Et pour moi, ça marche pas. Il pue un peu quand même. Il est vraiment terrible. Il a été fait en urgence, c'est ça. C'est ça, en fait. Parce que film d'urgence. Pardon ? C'est un film d'urgence. C'est un film d'urgence, ouais. Alors pour moi, ce qui sauve le film, donc il y a Charles Dance, il y a tous ces acteurs, mais il y a surtout la musique d'Elliot Goldenthal. Ouais. Je trouve qu'elle ajoute une atmosphère incroyable à un truc vraiment pessimiste. Et à chaque fois que j'entends cette musique, moi, avec les violons, là, le thème, ça rehausse pour moi le niveau du film en fait. Heureusement qu'elle est là. Sinon, c'est un film que je passerais si jamais je devais me retaper la saga. C'est un film que je passerais, mais comme il y a la musique et cette ambiance qui est assez pessimiste. Enfin, c'est vraiment un film d'adulte, quoi. Tu peux pas le. Je pense pas que tu puisses l'apprécier quand t'es gamin. Il faut vraiment le voir quand t'es adulte et tu passes un bon moment. Voilà. Pour le box-office, je vois qu'il a coûté 50 millions de dollars et qu'il en a rapporté mondialement, encore une fois, que 159 millions de dollars. Alors sur ces 50, je crois qu'il y avait déjà 11 ou 12 millions qui avaient déjà été dans la pré-prod. Alors que le film n'avait même pas été tourné, il y avait déjà 12 millions qui ont été dépensés parce que Rennie Harlin, parce que machin. Ils avaient commencé des décors en fait. De la planète. Décors, et comme ils ont viré les réalisateurs en cours de route, Fincher il débarque sur des décors qui sont déjà fabriqués. C'est celui-là où c'était Danny Boyle à la base des bases ? Non. C'est le 4 ça ? C'est le 4 ? Ok. Ouais, il me semble que c'est ça. C'était ma transition, j'ai fait exprès. J'aimerais juste savoir une chose réellement parce que je sais jamais. C'est bien un film que Fincher ne veut pas entendre parler. Ouais. On est d'accord. Il en a parlé une fois dans une interview et c'est tout. Il le renie. Ça fait pas partie de sa filmo. Pour lui, son premier film, c'est Seven. D'accord. C'est ça que dans The Killer. Exactement. Et d'ailleurs, quelque part, moi, cet accident industriel, qui n'en est pas vraiment un. Non, c'est pas un. Mais en fait, il a moins. Quand même, c'est une production chaotique. Mais c'est parce qu'il a rapporté moins que le 2 et donc en fait, eux, ils voulaient que ce soit toujours plus à chaque fois. C'est pour ça qu'ils ont mis la. Et du coup, après ça. Fincher, c'est. Excuse-moi de te couper, Raph. Mais après ça, Fincher. Je coupe beaucoup là. Non, mais c'est la passion qui parle. C'est la passion. On va tous parler en même temps.
En fait, je digresse vite fait sur Seven, mais après cette expérience chaotique sur Alien 3, Fincher il s'est juré de plus jamais, d'avoir vraiment le final cut et de batailler coûte que coûte. Et donc, quand on lui a proposé le scénario de Seven, il a dit OK, je le tourne, mais à condition qu'on tourne la fin qui est prévue dans le scénario. Cette fin que vous connaissez de Seven, quoi. Et s'il n'y avait pas eu toute cette expérience d'Alien 3, Alien Cube, on n'aurait pas eu un film d'une véracité folle qui est Seven, en fait. Voilà, c'est ça. Seven, c'est pas ouf. C'est pour ça que Fincher a plus jamais. Je rigole, ça va. Il a plus jamais bien écrit un personnage féminin après Alien, parce qu'il voulait. Oh, ça va. Tu vas avoir des commentaires aussi. Et du coup, est-ce qu'on peut dire comment ça se termine? On peut spoiler? Tout le monde merde. Voilà, merci. Alors attention, spoil, si vous ne voulez pas être spoilé, si vous n'avez pas vu Alien 3, et si vous n'avez pas vu Terminator 2, et voyez la même fin. C'est vrai que c'est la même fin. Vrai, oui. Le personnage principal saute en plongeant, se jette dans... Et t'as ce plan au ralenti où il y a le alien qui sort d'Hélène en même temps. Et elle fait la croix. Et qu'on ne voit pas, ce plan-là, on ne le voit pas dans l'assembly cut. Oui, il l'a pas mis. Elle se jette et ça se termine comme ça. On ne voit pas l'alien sortir. Ah ouais, j'avais zappé. C'est dommage parce que c'est cool. Parce qu'il sous-entend tout le long qu'elle porte peut-être l'alien, mais elle l'a toujours porté sans qu'il sorte de son ventre. En fait, il y a cette ambiguïté-là sur le personnage de Ripley. Et vu que Ripley meurt évidemment dans le 4, c'est quelqu'un d'autre. Et on passe au 4 avec la bande-annonce. Who are you? Ripley Ellen, Lieutenant First Class, number 36706. Ellen Ripley died 200 years ago. You're a thing, a construct. They grew you in a lab. What the hell is going on here? He is breeding an alien species. Wish you could understand what we're trying to do here. Now they brought it out of you. Alien 4, Alien Résurrection, si on est exact, réalisé par Jean-Pierre Jeunet, donc un Français en 1997. Pour le pitch, donc on est en 2379, on est 200 ans après le suicide d'Hélène Ripley. Et en gros, ils ont créé un clone de Ripley qui porte l'alien qu'elle avait en elle à partir d'échantillons de sang collectés. Et du coup, elle est sur un vaisseau, sur le vaisseau USM, pour complément d'études, et son ADN s'étant mélangé avec celui de l'alien pendant le processus de clonage. La nouvelle Ripley développe une force accrue et des réflexes surhumains. Alors qu'est-ce qui va lui arriver à ce clone ? Moi, c'est mon préféré. Hein. C'est ton préféré, c'est quand même incroyable. Quand tu regardes le 2 et 3 et que tu regardes le 4, t'es content, c'est de l'air frais, tu vois, c'est un peu... Ouais. Il y a plein de trucs nouveaux. Même dans les détails, tu vois, une création d'univers, rien que le fait d'ouvrir des portes avec de l'alien, c'est trop marrant en fait, c'est trop bien. Ouais, mais créer des trucs. Ouais, c'est une blague, hein, du coup. Ouais, mais ils créent des trucs, tu vois, même ils font du basket et tout. Je trouve que l'équipage des pirates là, il est trop bien. Il y a un tout petit peu cliché. Il est américain. très. Il cabotine tous, hein, surtout Ron Perlman, je trouve. Oui, mais tu vois, l'acteur français en fauteuil. Dominique Pinon. Bah ouais. Que j'ai croisé sur aire d'autoroute, ouais. Ah ouais. Incroyable. Je suis allé vite fait lui parler. J'adore je suis reparti. Délicatessen, il porte le film. Tour de table, Alien 4. Alors Victor, maintenant je recommence. Ouais, Alien 4, j'aime bien, et je vais laisser les autres parler. Ok. Alien 4, c'est le premier Alien que j'ai vu au cinéma, et en fait j'ai kiffé. J'ai kiffé. Alors, quand tu compares aux trois autres, pour moi, il est en dessous. Mais comme c'est le premier que j'ai vu, j'ai un affect particulier pour celui-là. Et pareil que toi, je trouve qu'il y a plein de bonnes idées un peu partout, à droite et à gauche. Mais voilà, malgré des répétitions un peu dans l'écriture, on en reparlera après. Ouais, j'ai du mal à l'inscrire dans la saga aussi. Je trouve qu'il s'éloigne un peu. C'est pas vraiment un alien, c'est un alien en plus, quoi. Il y a un peu ce côté, on peut raconter une dernière histoire si vous voulez. C'est Tokyo Drift, quoi. Ouais, mais tu vois, si c'était encore Ripley qui rencontrait un alien méchant et qui devait encore se battre contre, ça nous aurait fait encore. Ouais, c'est marrant, il y a du coup ce côté un peu d'alien, il y a une ambiguïté entre les aliens et les humains. Il y a ce côté un peu laboratoire, scientifique fou un peu, qui est plaisant en fait. Son personnage, il est trop bien. Ouais, Brad Dourif. Brad Dourif, il régale. Trop. T'es pas. Bah ouais, moi j'aime bien ces grands plans avec ces grands espaces et ils vont essayer de faire des expériences avec. Et en fait, c'est ce que tu avais envie de voir si jamais tu voyais encore un alien. Pour moi, c'est ces visions-là que tu avais envie de voir. Des gens qui s'amusent avec le concept de l'œuf. Qu'est-ce que c'est on va mettre plein d'humains à la suite avec des œufs devant. Bah ouais, mec, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir.
Et il y a d'autres choses aussi. Je sais pas si je peux déjà spoil un petit peu. Bon, on peut rentrer dedans un peu. On peut rentrer. Il y a cet aspect des cuves aussi, qui a été beaucoup repris dans pas mal de films en fait. Je sais même pas si c'est adapté ou si c'est inspiré déjà de d'autres choses, mais d'avoir un moment cet espace de cuve où je crois que c'est Ripley. Elle découvre la salle où elle découvre. Elle se voit de manière ratée quoi. C'est pris des. Enfin, il y a un côté body snatcher, je pense, des cocons du film de Seagull. Je pense que c'est pris de là, ces espèces de cuves. Et ça a été repris plein de fois, ouais, bah oui, puisque c'est dans les slashers en fait où tu vois le méchant, il garde les trucs et tout un peu. Et là, on voit un peu tout ce qu'il y a avant que Hélène soit redevenue Hélène 2. Bah, il s'est passé plein de choses. Et du coup, t'as toutes les malformations qu'ils ont pu avoir. Je trouve cette scène, elle est vraiment forte. Ah, elle est forte, hein. Parfois, elle est super. La meilleure séquence du film. Quand elle brûle la version non, c'est dur. Ah non, il y a le basket. Bah ouais, la meilleure séquence c'est le basket. Enfin, il y a du basket. La séquence dans l'eau, elle est trop cool. La séquence dans l'eau, elle est chouette. À l'époque, elle fait Alien, il commence à piquer. T'as même un tout petit détail à la con, parce que c'est Pitoff qui travaille aux effets spéciaux. Donc Pitoff, le réalisateur de ce chef-d'œuvre qui s'appelle Vidocq, avec Gérard Pip. D'accord. Et Catwoman aussi. Et Catwoman, ouais, le réalisateur de. Excellent film, Catwoman. Oubliez tout ce que je viens de dire. Batman, on a eu le plan Batman. Non, mais en fait, il avait designé, apparemment, même aux États-Unis, ils étaient complètement devenus ouf. Ils se sont dit, mais c'est trop fort. En fait, il avait fait, alors si je me trompe pas, hein, c'est le glaçon qui se transforme en boisson directement. Tu sais, je sais plus, au tout début du film, en fait, t'as le général qui reçoit un whisky, voilà. En fait, il met genre un glaçon dans le verre, il appuie sur un petit appareil avec un petit laser. C'est trop bien. Il fait fondre le glaçon et paf, ça se transforme tout de suite en boisson instant, quoi. Et enfin voilà, cet effet, apparemment, il avait bluffé les Américains à l'époque. C'est trop bien, ces petits trucs qui font que tu crées un. Ouais, il y a beaucoup de choses comme ça dans le film qui sont vachement bien. Et la séquence de l'eau, pour l'anecdote, j'ai oublié le mot, il est compliqué. La phobie de se noyer. C'est un mot qui n'a rien à voir avec le mot noyer. Et Winona Ryder, elle est ça. Et du coup, le tournage, c'était une galère parce qu'elle a failli se noyer plusieurs fois et tout. La séquence dans l'eau était dure. Comme quoi, s'ils ont réussi à faire ça en 97, Avatar 2 n'a aucun mérite. Et mais tu vois, je voulais l'énerver, il est sur son téléphone, il en a plus rien à faire. Mais je t'écoute pas. D'accord, ça va. J'ai marche. pas envie de t'écouter. Un pote qui parle de ciné tout seul sans se prendre la tête. Un pote. Je suis un pote. Je suis mon pote. Du coup, Alien 4, vous avez pu. Ah, donc les deux sur moi, je t'écoute. téléphone. Moi, je t'écoute. On peut le faire à deux. Regarde, tu veux manger quoi? Je sais pas, j'ai pas d'inspi encore pour l'instant. Mais la blutophobie. La blutophobie, voilà. Voilà, on essaye de t'aider et toi, tu nous. Je meuble en vous agressant, d'accord? Je suis pas. Merci. Expert. Non, par contre, ce que j'aime bien, c'est que comme c'est Whedon à l'écriture, c'est Joss Whedon, le futur créateur de Buffy. Il est pas cancel, lui? Je crois aussi. Ouais, il me semble. Il rajoute un côté méta, forcément, vu que ça fait partie de son écriture. Et je trouve que le fait de voir toutes les replays ratées ou fusionnées, etc., c'est un peu une visite de la Fox, de tous les aliens qu'ils n'ont pas fait, qui ont failli démarrer et tout ça. Oui, les projets avortés. Et le perso de Brad Dourif, c'est un peu... ouais. C'est un peu Brad Dourif, le perso, c'est un peu un des producteurs en fait qui est fasciné par ce qu'il a créé et qui veut l'exploiter à tout prix. Et en plus, ça se ressent trop dans cette scène, tu sais, où il est à la vitre là, il y a la vitre et puis il fait les mêmes gestes que l'alien. Ça, cette séquence, je la kiffe, c'est une de mes préférées. Et puis tu sais, puis il fait un bruit. Il fait même un bisou sur la vitre. Oui. Et ça, tu te mets à la place d'un producteur qui dit genre, toi, tu vas me rapporter des millions, quoi, tu sais. Enfin, ça peut être perçu. Et moi, j'aime bien cet aspect-là, et du coup les pirates c'est un peu tous les autres réals, les équipes qui sont c'est un peu les Mavericks qui sont passés avant sur la saga et qui se doivent un peu lutter contre la licence en elle-même, et moi j'apprécie cette lecture-là, et je trouve que il y a assez d'éléments pour te dire que c'était conscient de la part de Whedon. Puis en termes de casting, on a quand même le général Pérez, là, j'ai plus le nom de l'acteur, mais c'est le méchant dans Commando. On a Michael Wincott, j'adore cet acteur, c'est le méchant dans The Crow, avec les cheveux longs. On a Ron Perlman, donc du coup le futur Hellboy. On a Winona Ryder, Dominique Pinon. Enfin voilà et il y a même cet acteur dont j'ai oublié le nom également qui joue dans Breaking Bad, qui incarne Tuco Salamanca. Voilà, c'est ça. Ouais, non, il est trop cool. Même la séquence où l'alien il est pourchasse avec l'échelle et tout, quand le mec il se retourne. Ouais, cette scène est bien. Au cinéma, ça marchait, c'était chouette. Bien ça. Et moi j'aimerais parler d'une chose, c'est chaque alien amène une créature. Dans celle-là, et en fait, la dernière, on va en parler dans une prochaine émission parce qu'il y en a une autre. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, j'aime bien. C'est marrant parce que j'ai eu du mal étant gamin quand j'ai vu pour la première fois ce dernier Alien. C'est vrai.
Ok. J'étais c'est trop chum. Ah, moi j'ai pas trouvé ça chum. Moi j'ai flippé, je me suis dit c'est dégueulasse. Ah ouais. Enfin, je me suis dit et pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Et après en le revoyant plusieurs fois, je me suis dit ah ouais, mais en fait c'est exactement ce qu'il fallait faire. Puis même tu lui mets des yeux, enfin la même un crâne en fait. En fait, moi le tour de force. Vas-y. Le tour de force, c'est qu'il arrive à humaniser cette créature. Et à la fin, quand elle meurt, t'as presque pitié. T'as pas envie de l'avoir. Alors que tu la vois 10 minutes. Tu vois, je trouve ça trop bien. Pour moi, c'est un des trucs à sauver du film. C'est l'idée d'avoir ajouté des yeux à un visage de xénomorphe et ça lui donne. En fait, t'as beaucoup d'empathie parce que tu comprends que c'est un corps qui souffre parce que tu projettes de l'humain dans la fusion humain-xénomorphe et je trouve que tu t'es vraiment très empathique même dans sa mort et tout ça. Il y a un peu un côté Fricks tout le long du film que j'apprécie aussi. Et en plus, pendant sa mort, je crois que si tu tends bien l'oreille, tu l'entends dire Mom. Oui, il dit Mom, ils l'ont laissé dans le C'est trop fort, c'est trop bien. Même la scène de l'accouchement, c'est en practical, c'est quand même super bien fait, je trouve. Tu vois, le ventre qui se gonfle, il sort de là et excellent. tout. Ils ont réussi à récupérer l'aliens du 2, en fait, pour la reine. Pour la reine, ouais. Elle a l'air beaucoup plus grande. Qui n'a pas brûlé. Mais non, mais t'as sûrement raison. Enfin, la tête, en tout cas. Après, je crois qu'il y avait un truc, une maquette qui existait qui faisait 4 mètres sur le set. Je veux ça chez moi. Je sais pas où je vais la mettre, mais. Ils l'ont tourné aux States, mec. Et ça se termine comment, du coup, Alien 4 ? Il y a 2 versions. Il y a la Tour Eiffel, normalement. Ouais. Alors, dans la version normale, tu les vois regarder par le hublot et ils s'apprêtent à atterrir sur Terre. Ça y est, elle revient, Ellen Ripley revient sur Terre. Et dans la version longue, ils ont atterri sur Terre, ils sont dans un Paris qui est complètement ravagé, dévasté, puis tapent la discute et ça se termine comme ça. Ouais, t'as un plan large sur la Tour Eiffel et elles sont de dos. Voilà. Bon, le ciel rouge. On est content de voir Paris, quoi, sous tous orangés. C'est Jean-Pierre Jeunet, il a Jean-Pierre. D'ailleurs, si vous voulez, parce qu'on n'aura pas le temps de faire les anecdotes du film, mais vous tapez sur YouTube Jean-Pierre Jeunet Alien 4 et puis il se fera un plaisir de vous dire toutes les anecdotes liées à son expérience là-bas de tournage aux États-Unis. Ouais, parce que ça s'est un peu fait. Enfin, lui, il voulait pas vraiment. Il voulait pas pourquoi ils l'ont appelé. Le scénario, il l'a trouvé bidon. Ouais. En fait, quelqu'un avait vu La Cité des Enfants Perdus, donc un film qu'il a fait, qui est excellent film. Avec Ron Perlman déjà. Excellent film. Voilà. Et donc il a débarqué là, il parlait pas un mot d'anglais, il est venu avec Dominique Pinon qui était son interprète et en fait c'est comme ça que Dominique Pinon s'est retrouvé sur le tournage. À la base il n'était pas prévu pour faire acteur et puis en fait ils l'ont casté. Bon choix. Ouais. Son rôle est trop cool. C'était une bonne saga, c'était une bonne quadrilogie Alien. Franchement on en fait peu des comme ça. Ce serait cool qu'ils refassent des aliens qui soient aussi bons. Ils en ont fait d'ailleurs. Faudrait qu'on fasse une autre émission sur les autres aliens. Ah, ce serait marrant de faire ça. Trop drôle. Tu veux dire une partie 2 ? Ah ouais, j'espère qu'on sera tous là. Avant de conclure, on va parler du coup d'autres choses, de petites recommandations que vous avez comme ça, d'autres films, des livres, des jeux, de la vie. Ah, tu prends un peu de cours là, mais forêt. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Déjà, je vous laisse réfléchir pendant que je vais essayer de meubler en même temps de parler un peu plus longtemps. Moi, j'en ai une si tu veux. Au cas où. Ah, vas-y, Thibaut, montre-nous. Moi, j'ai vu au cinéma. Je pense qu'on n'en parlera pas plus longuement. Du coup, je le mentionne dans une fin d'émission. L'histoire de Suleiman qui vient de sortir. C'est le prix de la meilleure interprétation masculine à Cannes. C'est l'histoire d'un livreur qui essaye d'avoir les papiers français et qui il arrive plein de choses. C'est très 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 bien. Vraiment, ça m'a mis une claque. Je pense que je vais peut-être même y retourner. Allez-y, je vais pas rester longtemps en salle, je pense, quoique. Là, il y a 3 séances par jour à peu près, j'ai regardé, donc dépêchez-vous d'y aller. Ça parle de plein de choses, c'est pas manichéen, c'est pas naïf, donc c'est vraiment important, je trouve. Voilà. Et en plus, l'acteur était, je crois, sous OQTF. Histoire parallèle, en fait. Il joue son propre rôle, il me semble, Suleiman. Moi, j'allais vous proposer que si jamais vous voulez rester un peu dans la SF comme ça, de claustro et tout, j'avais eu un bon souvenir en regardant Life. Et du coup, voilà, regardez-le si jamais vous avez envie de voir quelque chose qui est un peu plus récent. Et dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Life avec Jake Gyllenhaal, Ryan Gosling. Ryan Reynolds. Lequel ? Ryan Reynolds. Et vous ? Moi, je vais vous conseiller Léviathan, qui est un alien-like, mais dans un sous-marin. Je sais que ça allait te faire plaisir. Et super bon. Ah non. Il y a la veine du front et toi. Ah oui. Ah non, mais en plus, le film, il est vraiment pas ouf, quoi. Mais je l'ai vu beaucoup de fois quand j'étais petit. Du coup, il a fait remonter des souvenirs d'enfance. C'est pour ça que j'ai fait cette tête avec la veine. Cool. Calmez-vous, les gars. On s'emballe pas, ça va. Mais donc, regardez ça. Okay. Dans la même veine qu'Alien. Oh là. Je sais pas si j'ai cascade. tu vas au front.
Wow, putain, non, j'ai pas. T'as rien vu, mais t'as vu aucun film, toi? Ouais, t'as pas vu beaucoup de films. Non, je sais pas. Vous savez quoi? Je vais complètement partir hors sujet. J'ai redécouvert la série Les Mystères de l'Ouest. Donc voilà, je vous invite à regarder la série Les Mystères de l'Ouest, Wild Wild West dans son titre original, Wild Wild West, qui est vachement bien. On dirait un mélange entre MacGyver et le Far West. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le film Wild Wild West que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est un remake. De la série, adaptation. C'est une série en 4 saisons et c'est des épisodes de 50 minutes. La première saison en noir et blanc, le reste est en couleur. Je vous invite à regarder ça, c'est plutôt chouette. Eh ben, on se retrouve dans un mois pour la suite d'Alien. Dites-nous en commentaire vos aliens préférés et argumentez un peu pour qu'on soit pas d'accord. Et nous, on va parler de Prometheus, et AVP. Ouais. On parlera d'avant-première, ouais. Salut. Ciao.